Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. C'est à vous, à moi. C'est à vous, c'est à moi, pas vous. C'est à vous. Bonsoir. Attention, c'est à moi encore. C'est à vous. C'est à vous. C'est à moi encore. C'est à vous. C'est à moi. Bonsoir. Bienvenue à Candidator. Bienvenue à Candidator. Malgré les moins 7 degrés dehors, vous êtes venus. Il y a même un match important, paraît-il, ce soir. Et vous êtes sortis. Bravo à vous. Vous allez voir que ce soir, des surprises vous attendent. Il y a même des premières fois tout à fait étonnantes. Car Candidator, qu'est-ce que c'est? Candidator, c'est à vous. Tout le monde peut passer à Candidator. Si vous voulez vous exprimer sur cette scène du Théâtre des Feux de la Rampe, tous les dimanches soir à 20h30, il suffit d'auditionner le dimanche midi, vous nous contactez. Et si vous avez 5 minutes de présentable selon nous, vous venez directement en public, ici, sous les caméras de Via Grand Paris. Je vous demande d'applaudir Monsieur Nico. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir. Bonsoir, c'est adorable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir j'ai envie de vous parler d'une de mes passions. Voilà. Oui, effectivement, depuis peu, je me suis passionné pour les émissions de télévision américaines. Oui. Vous savez, ce genre d'émissions de télé qu'on retrouve sur des chaînes de la TNT, ou alors c'est sur des chaînes que personne ne regarde. Hein, c'est RMC Découvert, Discovery Channel. Non, non. Non, si tu regardes, c'est que tu es soit chômeur, soit drogué. Voilà. À l'occurrence, vous me dites, mais alors pourquoi toi tu regardes, Nico? Moi, c'est parce que je suis intermittent. Voilà. C'est-à-dire chômeur et drogué. Voilà. Et c'est sur ce genre de chaîne, tu peux tomber sur des émissions incroyables telles que, je sais pas, American Grills, Wheeler Dealers, Game of Stones, Pawn Stars, Les Rois du Tuning. Hein? Yeah, right. Et celle que je préfère évidemment par-dessus tout, Man vs Wild. Ah, vous connaissez tous, on connaît tous, voilà. Ah, j'adore. Et ce qui me fait le plus kiffer dans cette émission, c'est la voix off. Ouais, la voix française qui double Bear Grylls, le héros de l'émission. Vous savez, cette voix française que tu retrouves dans toutes ces émissions américaines. Cette voix française qui gueule sa mère, sans arrêt, et dans n'importe quelle situation. Je suis actuellement dans le désert du Colorado. La chaleur est étouffante. Il faut vite que je trouve une solution. Pour cela, je vais uriner sur mon t-shirt et m'en servir comme bandana. Car sinon, je risque l'insolation. Et je risque de mourir. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Black Mamba, le serpent le plus dangereux du monde. Je vais pouvoir le tuer et m'en servir comme nourriture pour ce soir. Car si je ne me nourris pas, je risque de mourir. Je vais m'approcher doucement et sans faire de bruit de la bête. Et s'il se retourne et me mord, sa morsure est très mortelle. Et je risque de mourir. Ah, j'en ai eu. La bête est morte. Je vais même pouvoir me servir de sa peau et m'en servir comme d'une gourde. Il me suffira d'uriner à l'intérieur. Et ainsi je pourrai boire régulièrement. Car si je ne bois pas régulièrement, je risque la déshydratation et je risque de mourir. J'adore. Puis alors, il y a plein d'autres émissions comme ça, évidemment, je pourrais pas faire le tour, mais par exemple, celle que j'adore, c'est les émissions très américaines, pour le coup, les émissions de l'extrême. Tu sais, les convoyeurs de l'extrême, les camionneurs de l'extrême, les constructeurs de l'extrême. Ma petite préférée, relooking extrême. Je suis actuellement avec Brenda. Brenda pèse actuellement plus de 222 kilos. Sa vie est un enfer. Elle nous a dit qu'elle en avait plus que marre de devoir se déplacer en roulant. Mais grâce à nous, elle va pouvoir perdre plus de 50 kilos en moins d'un mois. Mais attention, il faudra bien qu'elle suive nos conseils. Sinon, il y aura des complications pour son cœur. Et elle risque de mourir. Mais amusons-nous ce soir. Amusons-nous à imaginer que le mec qui fait ce doublage, les voix françaises, qui fait cette voix off, bah, cette voix-là dans la vie de tous les jours. T'es obligé de gueuler sans arrêt et de décrire tout ce qu'il fait tout le temps. Amusons-nous maintenant à imaginer une petite scène de la vie quotidienne de cet homme-là. Je suis actuellement dans ma salle de bain.
Je recherche activement un Advil ou un Doliprane pour te calmer ce mal de crâne. Je reviens d'une soirée qui était un petit peu trop arrosée. Et je confirme, le mélange whisky coca Jet 27 n'est pas bon pour ma santé. Et je vois qu'il y a des connaisseurs dans cette salle. Il faut absolument que je trouve un de ces comprimés, car sinon, je risque de mourir. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? À qui sont ces hurlements? Ah, c'est ma femme. Apparemment, mes tentatives pour traverser l'appartement sans faire de bruit ont échoué. Elle tente d'exprimer quelque chose, mais je ne comprends rien. Apparemment, elle n'a que très peu apprécié mes reflux gastriques au milieu de sa penderie. Ah, je ne comprends pas ces hurlements, oui. Ah, cela me rappelle un affrontement sauvage avec un grizzly. Sauvage de la forêt d'Arizona, évidemment. Il faut absolument que je dorme sur le canapé ce soir, car sinon, je risque réellement de mourir. Ça serait terrible pour cet homme-là. Enfin, attention, je me moque des voix off des émissions américaines, mais en France, on n'est pas en reste. On a de très beaux spécimens de voix off. Alors, celle qui m'intrigue le plus, moi, c'est la voix off des journaux télé. Plus précisément, des reportages des journaux télé, comme sur M6 ou le Trésor de Jean-Pierre Pernaut. Vous savez, cette voix qui n'a pas d'âme. Très monotone. Comme si c'était un Anonymous qui te parlait. Nous retrouvons aujourd'hui Gilbert, producteur de lait indépendant au fin fond de la Picardie, à l'origine d'une nouvelle grève de tous les producteurs de lait du pays. Le ministre de l'Agriculture française aurait alors déclaré « Putain, il commence à nous faire chier, c'est Pécor ». Un reportage d'Émile Lefion et Éric Mollard. Cette voix n'a absolument aucune émotion. Et tout comme les voix off des émissions américaines, il serait rigolo que ce mec ait cette même voix dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour une scène de la vie quotidienne, par exemple pour un rencard, hein, pour un premier rendez-vous. Si je suis actuellement devant toi, Valentine, c'est que je suis tombé amoureux. Effectivement, je te trouve belle, intelligente, drôle, super sexy. Oh là là, que je suis excité. Le mec est pas prêt de pécho, c'est sûr. Ou encore mieux, une autre situation, pour un entretien d'embauche. Incroyable. Si je suis aujourd'hui devant vous, messieurs, dames, c'est que je suis très motivé pour intégrer cette belle et grande entreprise qu'est la RATP. En effet, je m'exerce depuis des mois pour ce nouveau métier. Petite démonstration. Réaumur Sébastopol. Réaumur Sébastopol. Elle est intrigante cette voix dans le métro, on est tous d'accord. Hein. C'est tous poser la question pourquoi il répète toujours 2 fois le nom de la station quand t'arrives. Surtout que la première fois qu'il le dit, t'as l'impression qu'il te pose une question, qu'après il répond. Strasbourg-Saint-Denis. Strasbourg-Saint-Denis. Mystère. Eh bien, mystère que je vous invite à révéler avec moi tous les lundis à 19h à la Comédie des Trois Bornes. Je vous dis merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Oh, joli! Oh, Joli! c'est beau ça. Nico! Et chaque dimanche à Candidator, il y a un parrain ou une marraine professionnelle du spectacle qui vient découvrir Candidator avec vous et en public. Et c'est un bonheur ce soir. C'est un bonheur parce que c'est la première fois, on n'a pas l'habitude de le voir à la télévision, qu'il accepte de nous rencontrer alors que nous travaillons dans la même salle. Il se retrouve même juste avant Candidator, ici même au Théâtre des Feux de la Rampe. Il vit un succès invraisemblable, un succès qui va même devenir un film au cinéma. Il est à l'origine de l'une des comédies qui cartonne le plus depuis presque 10 ans. C'est tout simplement le créateur, producteur et auteur de La Guerre des Sexes, Monsieur Pascal Grégoire. Bonsoir. C'est pas faux ce que je dis, on te voit rarement à la télévision. Oui, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire les plateaux de télé parce que je passe beaucoup de temps sur ce plateau-là. Depuis, ça fait 6 ans qu'on est au Feu de la Rampe. Ça fait 6 ans, hein, au Feu Ouais, de la Rampe. 6 ans au Feu de la Rampe. On avait commencé il y a maintenant 7 ans ou 8 ans. On avait commencé au Théâtre d'Edgar. Ensuite, on était à la Comédie République. Et puis, un jour, Frédéric Yana et Karen Marquis nous ont accueillis ici. On avait commencé dans la 120, c'est-à-dire que nous, on a connu le lieu que tu as certainement aussi connu dans la 120, juste à côté. Ce lieu n'existait pas. Et puis, le jour où ils ont fait cette salle, ils ont dit bah écoute, La Guerre des Sexes, ça se passe bien. On joue 7 jours sur 7. Le samedi, on fait 3 représentations. On a joué tout à l'heure, juste avant, comme tu l'as précisé. Il s'avère que effectivement, tu vis un succès
invraisemblable. Plus de 500 000 spectateurs, Ouais, pas télé, exactement. mais bientôt Ouais, téléspectateurs, ouais. j'espère. On espère Ça a aussi. été filmé pour la télé ou pas? Alors, il y a eu des captations. Là, en ce moment, on est en train de négocier pour une capta sur une grosse chaîne. Donc, je ne veux pas trop en parler tant que c'est pas signé. D'accord, très bien. Mais non, on a. C'est un succès considérable Ouais. que tu ne prévoyais peut-être pas au début. Non, en fait, moi je suis issu du one-man show. Moi, j'ai fait 5 ans de one à l'époque sous un pseudo qui s'appelait Scalp. Scalp, Ouais, ouais. exactement. Avec des trucs hard. Hein. Ouais, en fait, à l'époque, ça s'appelait du No Limit. Ouais. J'avais marketé ça comme du No Limit. J'avais fait le festival Paris fait sa comédie. J'avais été lauréat à l'époque avec Gaspard Proust. J'ai commencé dans une toute petite salle en 2007 qui s'appelait La Providence. Oui, tout à Qui fait. était j'ai une connu. espèce de laboratoire de plein de gens qui sont aujourd'hui qui sont connus. Des gens, moi j'ai commencé avec Gaspard Proust, Mathieu Madénian, Stéphane Murat, des Desperate Housemen, enfin tous ces gens-là, Mathieu Madénian. Enfin vraiment, c'était l'endroit, the place to be, où on allait tester des choses, etc., etc. On n'avait pas beaucoup de salles. Et puis à l'époque, c'est vrai que c'était compliqué de s'autoproduire. Enfin, à l'époque, c'était il y a 10 ans à peine. Ouais, il y a 10 ans, en 2007. Et puis, à l'issue de ces 5 ans, j'ai eu envie de partager la scène avec quelqu'un d'autre. Et naturellement, j'ai basculé du one-man à l'écriture D'un duo. D'un duo, Avec exactement. une femme, Avec évidemment. une femme. Guerre des sexes. Guerre des sexes. Et là, tu t'es mis pour la première fois à écrire une comédie. Ouais, alors, c'est la relation naturelle de 5 ans de one, où ce que je faisais déjà dans mon one, je l'ai mis dans la guerre des sexes. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, j'étais un des rares humoristes à faire beaucoup d'impro, d'interaction avec le public. Je faisais déjà monter des gens sur scène. J'avais cette envie de partager avec les gens qui venaient nous voir. Et du coup, naturellement, quand j'ai écrit La guerre des sexes, j'ai écrit une pièce de théâtre où on a été les premiers à interagir, à casser le 4e mur avec les spectateurs. Alors, il est évident que tu es face à un succès populaire au sens noble du terme, Ouais. mais qui ne fait pas l'unanimité des professionnels. Ouais, peut-être, oui. Oui, parce que justement, c'est populaire. Oui, c'est vrai qu'en France, on a cette particularité. Je voulais parler de ça parce que ça Ouais. me paraît intéressant. Non, mais tu as raison de le Il y a préciser. pas mal de succès comme Le Clan des divorcés, Bien sûr. Mon colocataire est une garce. Ouais. D'ailleurs, La guerre des sexes est énormément copiée. J'ai vu des tas Ouais. de plagiats du titre détourné. Ouais, tout à fait. Tu as lancé une mode. On a lancé un style, on a lancé ce style de pièce de théâtre où les comédiens sont en freestyle, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, à partir du moment où on connaît super bien le texte, on peut interagir avec, par exemple, il est en train d'enlever son manteau, tu vois, bah, je peux très bien interagir sur lui, tu peux faire plus de bruit encore si tu veux. Non, je plaisante. Donc voilà, et on est à l'écoute de la salle, et ce truc-là n'existait pas il y a 7-8 ans en arrière, donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur ce truc de dire, bah tiens, à un moment, je vais m'adresser à telle personne, je vais lui demander son prénom, et à un moment, c'est plus une pièce de théâtre, les gens sont dans le salon avec nous, Ouais. et c'est cette particularité qui a fait le succès de La guerre des sexes. Donc voilà, nous on a parlé de sexe de manière super ouverte, de manière super naturelle pour que les couples se retrouvent. Et c'est vrai que les gens qui sont en télé, etc., dès que ça parle de sexe, c'est moins de 16 ans. Voilà, c'est compliqué pour communiquer. Mais honnêtement, ça me pose aucun problème parce que moi la seule chose qui m'intéresse, et ça fait depuis que j'ai commencé le One Man, j'ai rencontré beaucoup de producteurs, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Pour moi, c'est le public le plus important. Évidemment, bien sûr. Moi, j'ai connu des artistes qui sont partis comme ça, comme des flèches, parce qu'ils faisaient des belles rencontres, ils faisaient des ceci. Sauf que derrière, comme la proposition n'était pas suffisamment forte par rapport au public, il n'y avait pas d'attente, ces mecs qui ont fait 6 mois sur scène et qui aujourd'hui n'existent pas. Moi, Oui, ça bien fait sûr. 10 ans que je fais mon métier, et grâce à qui? Grâce au public. Et tous les soirs, voilà, on le voit, ça fait 7 ans qu'on joue, 7 jours sur 7. Je sais. Parfois 3 fois le samedi. Le samedi, Et on fait- pendant que vous jouez à Paris, il y a d'autres équipes qui le jouent en province. Exactement, j'ai des équipes qui ont joué à Lille, à Lyon, Toulouse, Bordeaux, enfin on est devenu une franchise, voilà. Alors j'en arrive à ça, les droits d'auteur, c'est pour ta pomme. Bah oui, c'est pour ma pomme. ouais, tout à Donc c'est fait. quand même bingo, quoi. Écoute, honnêtement, ça se passe bien. On a eu une chance incroyable, c'est qu'on est arrivé avec une bonne proposition, au bon moment, au bon endroit, avec le bon titre, avec le bon casting, et les gens nous ont fait confiance tout de suite.
C'est-à-dire que quand on a commencé La Guerre des Sexes, on a eu un succès fulgurant. C'est parti tout de suite. Et ce succès a continué à être pérenne dans le temps. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, je te dis, 500 000 spectateurs Oui, c'est ici énorme. même et sur toute la France. Ouais. Faut dire que les comédiens, ils sont pour beaucoup. Joe Bramy, Sébastien Giré, Aurélie Noblesse, Kim Schwartz, Exactement. tout ça travaille aussi en dehors de La Guerre des Sexes Bien avec sûr. beaucoup de notoriété dans le Bien domaine sûr. du spectacle. Exactement. Donc tu as su t'entourer de sacrés comédiens. Ah, quoi. moi, d'abord, j'ai pris des gens qui, pour jouer dans La Guerre des Sexes, j'ai pris des gens qui étaient comme moi issus du One Man, qui le sont encore, puisque Joe Bramy continue de tourner dans son One Man, Sébastien Giré de la même manière, Kimette nous a quittés parce qu'elle a eu un Elle a un bébé, succès avec- et puis elle a eu un succès avec son One. Mais globalement, c'est vrai que quand je fais des castings, je prends des comédiens un petit peu à 5 pattes, c'est-à-dire des comédiens qui sont capables de jouer la comédie, qui ont vraiment le sens de la comédie du plateau, mais qui soient aussi capables D'interagir. d'improviser Bien sûr. et de s'adresser au public, parce que c'est une spécificité. Moi, je fais caster beaucoup de comédiens, et l'impro, c'est pas juste on fait une blagounette à 2 balles, il y a 2 personnes et demie qui rigolent. Non, Ouais. quand on a cette capacité d'impro, d'ailleurs, il y a plein de comédiens qui font de l'impro en France, qui ont vraiment, je pense que c'est un don. C'est-à-dire que lorsqu'il y a 150 personnes, tu joues un texte et tout d'un coup il se passe quelque chose, au moment où tu dois sortir du texte pour aller intervenir dans la salle, Ouais. faut que ce que tu vois, ce soit drôle. Bien Faut sûr. que- Et puis il faut revenir dans le texte derrière. il faut revenir dans le texte. Bien Voilà, sûr. donc c'est vrai qu'il y a cette spécificité qui n'est pas évidente. C'est pas que j'ai du mal à trouver des comédiens qui correspondent au type de projet, mais voilà. Donc, et puis j'ai des comédiens qui sont fidèles parce que voilà, Joe Bramy était là au tout début de l'aventure avec moi, comme Aurélie Noblesse, comme Sébastien Giré, parce que voilà, moi j'ai joué cette pièce 800 fois, mais comme chaque soir il se passe quelque chose, on joue le texte et après on va chercher ces petites pépites dans le public. Alors comme tout succès, il y a un film qui est en préparation. Ouais, Alors ça, c'est- le film, c'est quoi? C'est un truc qui va t'échapper ou c'est un truc que tu gères? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça fait 2 ans déjà qu'on travaille sur ce projet. Comme effectivement, nous, on est très peu médiatisés, mais on a un vrai succès populaire avec le public, puisqu'on est des rares comédiennes qui jouent 7 jours sur 7, 500 000 spectateurs. Ça a commencé à faire du bruit un petit peu dans les productions à droite à gauche. Et puis un jour, j'ai des producteurs, parce qu'on avait quand même rencontré beaucoup de gens, et qui sont venus nous voir, qui ont adoré. Qui nous ont fait confiance. Et donc, du coup, je suis sur l'écriture du film depuis 2 ans. D'accord. Et la particularité, c'est qu'ils ont envie de me faire confiance pour me confier le rôle principal. Donc, voilà. Génial. Donc, voilà. Ça veut dire que tu peux mener le truc jusqu'au bout. Voilà, On normalement- connaît le nom du réalisateur ou pas? Alors, non, pas encore, parce que là, pour le moment, on est plutôt dans la phase écriture. D'accord. Je travaille avec ce qu'on appelle des directeurs de collection, une femme formidable qui s'appelle Stéphanie Girard, qui connaît très bien son boulot. Je suis très bien entouré. Et puis, j'ai eu surtout la chance de rencontrer des producteurs qui sont installés, qui connaissent très très bien le milieu de la télé, du cinéma. Donc, voilà, des personnes qui vont amener le projet au bout. Parce qu'un film, c'est très compliqué. Un film, c'est entre 3 et 5 ans pour se faire. Oui. Quand ça se fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des projets de films qui se font, et sur 7 projets, il y en a 3 qui, sur 10 projets, il y en a 7 qui sont abandonnés en cours d'écriture ou pour X ou Y raison, et il y en a 3 qui se font. Donc, normalement, Ce qui est si tout va rigolo, bien- c'est que quand on voit Bakri Jaoui Ouais. avec leurs pièces Cuisine et Dépendance ou Un air de famille, où il y a plein de succès de comédies populaires qui sont devenus des films, Ouais. très souvent, quand le film existe, on découvre, le public découvre vrai. au cinéma tout d'un coup, ah tiens, une comédie, Ouais. alors que la pièce cartonne depuis 8 à 10 ans. Exactement, c'est Et vrai. c'est très souvent, on ne s'imagine pas qu'un spectacle, quand il cartonne, ça peut durer 10-15 ans. Écoute, il y a plein de succès comme ça. Il y a quelques exceptions à Paris, comme Le Clan des Divorcés, comme tu Oui. disais tout à l'heure. J'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, Oui. ce genre de pièces qui sont presque des institutions. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, quand ils montent à Paris, qui ne sont pas forcément parisiens, ils voient 2 millions de spectateurs sur Le Clan des Divorcés, ou voilà. Et puis un petit peu comme nous avec la guerre. Aujourd'hui, on fait partie un petit peu du paysage. Sauf qu'on du vous a vu spectacle. sur Avignon ou pas? Alors nous, on a fait 2 années de suite. Ah, à vous avez Avignon. quand même fait le Ouais, Festival ouais, d'Avignon, on a d'accord. fait En général, ça 2 s'exporte à Avignon et après ça tourne pas. Oui, alors honnêtement, nous on l'a fait 2 années de suite, et puis après on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'aller à Avignon pour. Ça, c'est fort, quand même. Ouais, pour faire des dates. J'ai une personne qui s'appelle Stéphanie Desmarais qui s'occupe de toute la commercialisation, et globalement on essaye de faire. Là, on est déjà sur la programmation 2018-2019. On fait un one shot une fois par mois sur des 600, 800. On va faire un 1000 places à Melun. Donc voilà, on commence à égrener un petit peu
la guerre des sexes un petit Ok. peu partout en France. Écoute, ça me fait plaisir en tout cas que tu t'exprimes sur ce succès parce qu'on a rarement l'occasion de t'entendre. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a une autre comédie derrière en tête. Oui, tu alors, vas il pas y a- faire la guerre des sexes toute ta vie quand même. Non, bah presque. Parce que tu parce perds tes cheveux déjà. Non, un non, petit mais peu, quand t'inquiète, même. tout va bien. Il y a la guerre des sexes 2 qui est dans les tubes. Ah, la guerre des sexes Ouais, 2. bah, écoute, c'est original. Bah écoute, tu sais, il y a 500 000 spectateurs qui nous ont fait confiance. Ouais. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une vraie demande derrière pour la guerre des sexes 2 parce qu'il y a un attachement pour les personnages qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes qui viennent voir le spectacle 2 fois, 3 fois. Encore hier soir, en sortant, nous on fait un petit coucou aux spectateurs, Oui, on les accompagne à la sortie en flyant pour savoir si ça s'est bien passé. Et les gens nous disent régulièrement, putain, c'est la troisième fois que je viens, c'est formidable et tout. Voilà, on a une espèce de petite team, des gens fidèles qui reviennent découvrir le spectacle. Qui vont revenir à la guerre des sexes 2. Et ouais, et qui ont, en tous les cas, il y a une vraie demande. Donc dès qu'on aura, je pense que dès que j'aurai fini le projet de la guerre des films, la guerre des sexes, pardon, le film, je pense que je m'attellerai à la guerre des sexes 2. Donc tu vas assister à Candidature, c'est la première fois que tu viens. Oui. Il y a de tout. Ouais. C'est un tremplin des talents. Ouais. On a mélangé volontairement les styles pour toi. Tu vas aller dans la salle. Et puis à la fin, tu reviens. Mais voilà, comme Jacques Martin. Hein. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Hein. T'inquiète, avec Voilà. grand plaisir. Bah, merci à toi. Merci pour Pascal ton accueil. Grégoire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. À tout de tout à suite. l'heure. L'école de l'humour, le HAS, l'école de l'humour et des arséniques, qui produit et présente le programme Candidateur que vous êtes en train de voir en ce moment. Pourquoi ? Parce que c'est le succès de Candidateur qui nous a fait créer cette école de l'humour, qui est gérée par notre directrice présente dans la salle, qui nous aide aussi à l'organisation de Candidateur. On l'applaudit, elle est là-bas, c'est Anne Bouvet. Donc voici la première d'un sketch d'un élève de 2e année qu'on est ravi d'accueillir ce soir. Je vous demande d'applaudir Kylian. Bonsoir à tous. Oui, coucou. Alors, avant de commencer... Oui, je t'ai vu. Coucou. Oui. Arrête de me faire des signes. Déjà, je prends sur mon temps libre pour venir parler à des gamins qui ne comprennent rien. Alors c'est bon, je ne t'aime pas. Papa ne t'aime pas. Pas compliqué à comprendre. Merci. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, on la connaît, on l'a vue partout, elle est célèbre, on ne peut pas passer à côté de cette main. Eh oui, c'est la mienne dans la pub, sur le couteau pour couper le fromage. C'est ma main. Alors avant de... Merci. Alors avant de commencer à vous parler, je tiens à préciser que je suis... comédien. Alors là, je commence à lire la peur dans vos yeux. Mon Dieu! Comédien! Mais est-ce que nous allons comprendre ce qu'il va nous dire? Alors ne vous inquiétez pas. Dans cette conversation, je ne vais pas vous demander de vous mettre à mon niveau. C'est moi qui vais descendre au vôtre. C'est beaucoup plus simple. J'ai du talent, autant l'utiliser quand il faut. Charles-Henri de Figatelli. Comédien connu et reconnu par... qui a dit moi-même? Tu veux te prendre la main la plus célèbre de France dans la gueule? J'aime mieux ça. Soumis, va. Oh, j'aime ça. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que je voulais faire ce métier. Je répétais déjà des pièces connues dans le ventre de ma mère. Naître ou ne pas naître? Telle est la question. Et quelques mois après, j'étais entre les cuisses d'une bonne grosse femme, toujours ma mère. C'était à ma naissance. Et je me souviens encore de ce médecin qui m'a mis une claque sur les fesses. Hé! Doucement, camarade. Je ne suis pas votre petite salope. Non, je déconne, j'ai pleuré comme une merde. Mais ça m'a permis d'avoir mon premier grand rôle dans Scarface. Je n'étais qu'un bébé, mais un bébé comédien. Quel talent! Bon, j'exagère un peu parce que quelques mois auparavant, j'avais eu un petit rôle avec mon père dans Les Valseuses.
Mais attention, ce métier n'est pas accessible à tous. Hein. Bonsoir, petite. Pour être un bon comédien comme moi, il faut avoir un bon mode de vie. Et il y a 3 règles d'or, qui sont le travail et la cocaïne. Évidemment, je ne suis pas de suite devenu le très bon comédien que je suis aujourd'hui. Peut-être même trop bon. J'ai commencé en bas de la classe sociale. Né d'un papa producteur de films et d'une maman actrice, autant vous dire que le piston, comme on dit dans le milieu, je ne connais pas. J'ai réussi grâce à ma détermination et grâce à mon côté faux cul aussi. Oui, alors petit conseil, prenez des notes, sortez vos carnets. Quand vous allez voir un spectacle, il ne faut pas dire « Oh, quel beau spectacle !» Il faut toujours en faire beaucoup plus. « Oh, quel spectacle extraordinairement extraordinaire ! Je n'ai jamais vu ça. Une pure merveille. » Même si c'est une belle grosse merde comme vos spectacles de fin d'année. Vous trouverez du travail plus facilement. De toute façon, la règle est simple dans ce milieu. Tu veux du boulot? Passe sous le bureau. Voilà, vous avez tout pour bien commencer dans la vie. Je vous attends dehors pour signer des autographes. Kylian! Il y a quelques semaines, nous avons fait une spéciale candidature avec notre ami Tex, l'animateur des Amours, qui a été évincé, vous le savez, pour une blague qui a mal tourné. Et nous avions ce jour-là organisé un plateau spécial avec des humoristes qui n'avaient pas la langue dans leur poche. Ça nous a permis d'en rencontrer un qui a fait un joli passage. Donc là, c'est le seul moment un petit peu trash, peut-être, de cette soirée. Je l'espère. Donc on se bouche les oreilles, puisque quand je lui ai demandé d'être sobre ce soir, vu que nous sommes hors contexte, il m'a dit « j'en ai rien à foutre ». Donc je vous demande d'applaudir très fort Steph. Bonsoir, ça va? Ben, vous avez de la chance, moi pas, merci d'avoir demandé. Non, enfin, je suis pas là pour vous plomber l'ambiance, ça je laisse ça à Christine Angot. Non, je dis que ça va pas, en vrai ça va, je commence tranquillement à me remettre de la Saint-Valentin, cette fête où on vous force à aimer. Blair. Enfin bon, c'est pas la pire fête de l'année pour moi la pire c'est Halloween. Pourquoi? Bah, c'est pas une fête pour moi, c'est une fête pour les moches. Bah si, ce jour-là ça leur permet de décomplexer un peu. Alors, paradoxalement, c'est aussi une journée pour les très très jolies femmes célibataires. Est-ce qu'il y en a ce soir? Non, j'ai dit belle. Ok, c'est pas encore ce soir, je vais pécho. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez remarqué que les zombies étaient de sortie, donc pour une fois, ils ont l'impression qu'on peut les aimer pour leur cerveau. On va en profiter, on va faire un petit cours de français. Vous avez noté que j'ai dit le mot zombie. J'aurais très bien pu dire mort-vivant, qui est un... Personne? Bon, ok, je vois que le cours était nécessaire. Donc, mort-vivant est un oxymore, alors qu'un oxymore est un pléonasme. Ok, donc la finesse, c'est pas pour vous. Il ne faudra pas venir vous plaindre si je fais dans le sale. Donc, moi, j'aime pas Halloween. Déjà parce que ça me fait prendre conscience de mon côté asocial. Je me rends compte qu'en dehors des gosses à Halloween, il n'y a personne qui vient taper chez moi le restant de l'année. À part, évidemment, les témoins de Jéhovah. Puis c'est surtout que tu as des gosses qui braillent partout. À ce jour-là, on comprend bien le sens de l'expression « un bruit qui court ». Puis derrière, tu as les parents qui gueulent sur leurs gosses pour leur dire d'arrêter de gueuler. Vous me direz, c'est une manière comme une autre de leur apprendre l'ironie. Surtout que c'est quand même un peu de votre faute si vos gamins sont mal élevés. En même temps, toute l'année, vous leur dites « va pas voir les inconnus, parle pas aux inconnus, n'accepte pas de friandises des inconnus ». Et Halloween, vous faites quoi? Vous les lâchez dans la nature pour faire tout le contraire. Hashtag paye ta cohérence. Non mais quand on y réfléchit, Halloween, c'est la journée préférée des pédophiles. C'est génial, les gamins sont livrés à domicile. Alors, c'est un peu déconcertant pour eux quand même, parce qu'ils offrent des friandises aux gamins, mais sans les faire monter dans une camionnette après. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de la technique de la camionnette, il faut savoir que c'est un vrai dilemme, c'est pour les petits enfants juifs. Ça va, ça grince pas trop là?
Non, je suis humoriste, j'ai dit juif, donc je vérifie quand même. Non, c'est un vrai dilemme parce que le gamin, il le sait bien qu'il va se faire violer. Mais le bonbon, il est gratuit. Bon, je vois qu'il y en a qui ont l'air un peu choqués. Je vais préciser une chose avant de continuer. Je viens de la région d'Émile Louis. Tout le monde connaît ? Voilà. Et bien qu'il avait des goûts très discutables en matière de femmes, faut bien reconnaître, chez nous, c'est une star locale. On a 2 stars locales. On a Émile Louis et Guy Roux. Souvent, on confond, parce que bon, ils se ressemblent quand même. Et puis vous savez, quand Émile Louis, il violait ses petits-enfants trisomiques dans son bus, c'est pour pas gâcher. Bon, je vous rassure, je sais bien que les gens n'aiment pas les pédophiles, mais vous savez, ils n'ont pas que des défauts. Hein. Bon, déjà, contrairement aux pédiatres, ils aiment vraiment les gosses. Comme c'est recommandé, il faut savoir qu'Émile Louis consommait 5 légumes par jour. Puis c'est quand même les derniers qui roulent doucement devant les écoles. Entre nous, si c'était si mal d'être pédophile, ils n'auraient pas des métiers aussi prestigieux que prêtre, prof, cinéaste, politique, chanteur. D'ailleurs, en parlant de lui, est-ce que quelqu'un a entendu parler du Lae Club ? Non ? Alors la première règle au Lae Club, c'est qu'il n'y en ait pas encore. Elle a mis du temps, celle-là. Non, d'après Jean-Luc, s'il y a du poil, c'est légal. S'il y a du duvet, c'est toléré. S'il aime autant le piano, c'est que ça lui permet de doigter des mineurs sans risquer un procès. Alors je vous rassure, je sais bien qu'ils ne sont pas comme nous. C'est clair que quand Fourniret te dit « j'ai du 12 ans d'âge à la cave », il n'est pas en train de te proposer un whisky. On le sait. En même temps, sur le sujet, nos politiques sont quand même de mauvaise foi. Parce que s'ils voulaient vraiment arrêter les pédophiles, ils arrêteraient de leur remettre la Légion d'honneur ou des places au ministère. Hashtag Frédéric Mitterrand, hashtag Jacques Lang, hashtag Cohn-Bendit, hashtag la liste est trop longue, on ne pourra pas tous les faire. Non mais, enfin, faut pas être choqué de ça, je veux dire, c'est quand même dans l'air du temps. Il y a même une étude qui révèle là que 70% de 11 ans, 70% des enfants de moins de 11 ans ont déjà vu un porno sur Internet. Vous voyez ? Bon, d'après Morandini, c'est pas pour autant qu'ils sucent mieux. Alors vous me direz, c'est pas mieux ailleurs. Si on regarde la Belgique, un pays qui est connu pour 2 spécialités, les pédophiles, le chocolat. Il y a quand même de grandes chances qu'ils aient inventé le chocolat pour aider les pédophiles à choper des gosses. Puis là-bas aussi, ils ont leur star locale, Maître Canter. Spécialiste des enterrements de vie de jeunes filles. Lui, il les prenait tellement jeunes que sur la bite, il a encore la marque du trou. Enfin, je vais arrêter de parler d'eux parce que je vois que ça ne plaît pas à tout le monde quand même. Mais bon, moi, si je fais ça, c'est pour vous aider. Il y en a, ils vont encore se plaindre si leurs gamins disparaissent. Là, ils en cherchent un là, qui a disparu depuis 1 semaine dans la Creuse. Pas ça, je me demande si le nom du département ne serait pas un indice. Savoir que j'ai une question à poser là, au public. Et après, je vais terminer sur Halloween. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont vu Harry Potter ? Les mecs, principalement. Oui. On est tous d'accord, Hermione, personne n'y aurait touché, ça se fait pas. On est tous d'accord. Ouais. Alors qu'Emma Watson, aujourd'hui, on est d'accord. Donc déjà, la pédophilie, c'est juste de l'impatience. Donc, j'ai dit que je terminais sur Halloween. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis super généreux avec les gamins. Moi, quand un gamin vient me voir et me dit « une friandise ou une farce », je lui offre les 2. L'année dernière, j'avais acheté des Ferrero Rocher, c'est vachement bien ça. Bon, j'avais tout bouffé, j'avais mis des choux de Bruxelles à la place. J'aurais bien aimé voir leur gueule. Quoi ? Les bonbons, ça donne des caries, donc je fais ça pour leur bien. Non, puis c'est pour avoir des plaintes, des allergiques ou des intolérants, non merci quoi. Puis je parle pas des intolérants au gluten, je parle principalement des intolérants religieux. Je sais, pléonasme. Enfin, tout ça pour dire, cette année, je vais encore élever le niveau. Je sais pas s'ils vont flipper Halloween, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'avec la dose de laxatif que j'ai mis dans les bonbons, ils vont bien chier dessus. Merci. J'ai été ça. Oui, c'est... Régulièrement.
Régulièrement à Candidator, il y a des artistes qui ont déjà gagné Candidator, car à la fin de cette soirée, vous allez applaudir, et puis à l'applaudimètre, nous allons définir un gagnant ou une gagnante. Mais il y en a qui ont déjà gagné, qui sont sélectionnés pour le grand concours national qui aura lieu du 29 avril au 17 juin pendant 8 semaines, ici même, tous les dimanches, au Théâtre des Feux de la Rampe, devant 25 professionnels. Des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale. Et régulièrement, ceux qui ont été sélectionnés viennent rôder les sketchs qu'ils vont pouvoir montrer progressivement dans ce concours national. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir une jeune fille qui s'est fait remarquer dans un stand-up très original. Je vous demande d'applaudir l'incroyable Mao. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire quelque chose qui me touche beaucoup. En fait, je vous regarde depuis tout à l'heure, depuis les coulisses, et vous êtes beau. Vraiment, vous me faites penser à moi, donc je suis pas contente qu'on soit sur la même longueur d'onde ce soir. Du coup, enchantée, je m'appelle Mao, et ça me fait spécialement plaisir que vous soyez beau, parce qu'il y a quelques semaines, on était quand même tous dans le même état. Et 4, 3, 2, hop. Ça vous a surpris les cotillons? Ça l'a surpris lui aussi, le mec sur qui j'ai vomi. Maintenant qu'on a partagé nos miasmes, j'ai pas eu la grippe cette année. Juste la peste. Non, je déconne, j'aime pas ce qui est démodé. Maintenant qu'on a partagé tout ça, je me sens prête à vous raconter ma préparation du 31 décembre. Je suis restée hyper simple. Fard à paupières, eyeliner, mascara, rouge à lèvres, contouring, brushing, épilation. De la chatte. Non, je déconne, de la moustache. J'ai eu de la moustache parce que moi, je suis pour les années 80. Mais aussi parce que si je me laisse un peu trop aller, on dirait que j'ai une frange de nez. Ou alors un costume de mauvais goût. En tout cas, une fois que j'étais prête, je me suis regardée dans le miroir et je me suis pas reconnue. Et tu sais, j'ai eu une association d'idées, je me suis dit, il y a des hommes politiques qui mentent pendant leur procès et qui maquillent leur compte en banque. Je pense à personne en particulier, mais ça commence par Jérôme, ça termine par Cahuzac. Et je me suis dit, pourquoi tout le monde était tellement choqué? Moi, je mens tout le temps. Il y a encore 5 minutes, j'ai répondu à un mec qui m'avait envoyé un message il y a 1 mois. Je viens de voir ton message. Et je pensais avoir répondu, le message n'est pas parti. Et je me maquille le visage tout. Je porte une gaine à l'instant où je vous parle, le mensonge est partout. En tout cas, quand je suis prête, je descends dans la rue, le vent passe dans mon décolleté, je trempe sur mes échasses. Au loin, j'entends quelqu'un qui dit « Oh, la drag queen !» Merci. Au coin de la rue, il y a un homme qui me demande c'est combien. Arrête, tu me fais rougir. 200 €. J'ai eu à Chanel en solde de vente privée, je t'avoue, j'étais hyper contente. Du coup, j'arrive au métro, et il est temps de choisir entre mes 4 soirées. Dans la vie, il y a des perdants et des gagnants. Parce qu'il ne faut pas se retrouver dans le métro au moment du décompte. Un jeune couple qui vous regarde et qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette jeune fille qui n'a pas d'amis ?» J'ai des amis, ok. Ils sont juste pas là maintenant. Un clochard qui vous regarde et qui dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Pour éviter ce genre de moment dit de solitude, j'ai procédé à une étude de marché pour savoir dans quelle soirée il y aurait le plus d'hommes raffinés, intelligents, jolibataires. Déprimés aussi, c'est assez pratique, ils sont pas méfiants. Parce que du coup, à minuit, tu peux leur faire « Allez, fais un bisou. Oh, je t'ai pécho au petit pistolet, bang bang. » Ok. Du coup, je suis allée chez Maïna. Alors, je pense que c'était une bonne soirée. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Sur ma nouvelle photo de profil, on dirait que je suis tombée dans un champ de rails de coca. S'il y a des enfants dans la salle, je parle bien sûr de rails de wagons. Maintenant, s'il y a des adultes dans la salle, je parle bien sûr de rails de cocaïne doublée à la méthamphétamine. Oui, la même que Johnny, que je t'aime. Et alors, le plus étonnant, c'est que sur les photos qui ont été publiées sur Instagram, il y en a une où j'embrasse un Chinois. C'est pas bien le néo-racisme asiatique. C'est un Chinois parce que je m'appelle Mao. Mao, tu l'as? Que des bacs L dans la salle? Et alors le plus étonnant, c'est qu'il paraît que c'est moi qui lui ai fait la cour. Mais quand je l'ai su, du coup, j'avais un numéro de téléphone sur ma main et j'ai décidé d'enquêter pour savoir ce qui m'était arrivé. Ting, ting, ting. Cours Florent. Ting, bip. Allô Mathieu, ça va? Réponds pas, je m'en bats les couilles. Dis-moi, est-ce qu'on s'est embrassé hier? Pardon Pierre, j'ai fait exprès. Je savais. C'était pour savoir si tu connaissais ton propre prénom. C'est toujours pas ça? Tu t'appelles comment? Pas sympa ta famille. Et tu fais quoi dans la vie? T'es dans l'import-export d'enfants? Non, ça me dérange pas. Tu me fais tellement sortir de ma zone de confort. Le fait que je continue de te parler alors que je t'appelle Gonzague et que t'es provincial,
Bah si. Montreuil est à Paris? Non. Bah alors ferme ta gueule. Comme je vous l'ai dit, apparemment c'est moi qui lui ai fait la cour. En courant dans tout l'appartement avant de prendre une bonne infection et de mettre ma langue dans sa bouche. Il paraît qu'il m'a supplié d'arrêter, mais moi quand je suis motivée, j'y vais à fond. Voilà comment je me suis retrouvée en cellule de dégrisement, arrêtée pour agression sexuelle. J'étais comme « Reviens! S'il te plaît, pars pas! Dignité !» Vous l'aurez compris, en 2018, ma seule résolution, c'est de la retrouver. Du coup, si vous la voyez, n'hésitez pas à lui dire bonjour dignité, Mao te cherche, peut-être envoie un texto, fais le premier pas. Tu lui manques. Pendant les repas de famille, quand elle porte ce décolleté. Mais en tout cas, quand j'étais en cellule de dégrisement, j'ai décidé de pas me laisser aller. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé à Mathieu Pierre Gonzague. Bonne année, mes meilleurs vœux. Et après, je me suis dit, tu sais, c'est chiant quand quelqu'un a quelque chose à se reprocher, a fait de la merde en soirée, a été hyper déchiré et a l'air de rien. Du coup, j'ai préféré, grande dame, d'envoyer bonne année, je t'aime. Un peu trop précipité. Bonne année, je t'estime. Un peu trop connasse. Bonne année, j'espère te revoir. Voilà, pragmatique et réaliste au lendemain du Nouvel An. Mais en vrai, 2018. C'est cœur sur toi, je pense qu'on va pouvoir être heureux avec toi. Il y aura un secret, ce sera d'essayer de voir la poésie dans les détails de la vie de tous les jours. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait été close. Je me tête des délires comme ça parfois. Si vous me croyez, mignonne, cueillez votre jeunesse alors que votre âge s'effleure. Et prenez cette rose. Les plis de sa robe pourprée est à votre teint pareil. Merci. Bonne soirée. Mao! Bon, vous avez vu, j'ai mis pas mal de fleurs sur ma guitare. Donc c'est en hommage à la chanson que je vais vous interpréter. C'est une de mes premières compos. M'a porté jusqu'ici, jusqu'à présent, m'a donné pas mal d'énergie. Donc je suis très content de vous la présenter. Cette chanson s'appelle Marguerite. Oh Marguerite, tant tu nous as regardés, sans jamais daigner un mot ou parler. Mais à quoi donc pense-t-elle? Son regard m'interpelle. Je sais, tu n'es pas du genre accessible, mais beaucoup de gens à toi sont sensibles. Tu danses sur la voie lactée, toutes les nuits étoilées. Je chante un homo sans relâche. Je ne chercherai plus à être lâche, mais cessons de jouer à cache-cache. Car au fond, je ne parle que d'une. Oh Marguerite, oh Marguerite, oh Marguerite, oh Marguerite, oh Marguerite. Depuis des générations, tu observes des hommes et leurs inventions, le sens de l'humanité, telle est ta curiosité. Il paraît même que tu apprécies nos beaux vins quand tu montes à Paris au salon mondain. Même les présidents viennent, car tu es devenue la reine de la campagne et des champs. Tu profites de la vie simplement, allongé sur l'herbe. Tu t'amuses bien à nous voir passer le chemin. Oh Marguerite, oh Marguerite, oh Marguerite, oh Marguerite, c'est trop. Oh Margot, oh Margot, oh Margot, oh Margot, oh Margot, oh 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 Margot, oh Marguerite, oh Margot. Oh Margot, tu es devenue mon héroïne. Tu m'as ému quand je t'ai vu dans mon film. T'es la vache, je suis le prisonnier. Je chante pour s'évader. Je chante un homo sans relâche. Je ne chercherai plus à être lâche. Mais ce sont de jouer à cache-cache. Car au fond,
ne parles que d'une. Vous avez compris de qui je parlais? Je parle de... Une vache. Oh Marguerite, ensemble. Oh Marguerite. Oh Marguerite. Oh Marguerite. Juste vous. Oh Marguerite. Oh Marguerite. Tout le monde. Oh Marguerite. Vous êtes trop beau. Oh Marguerite. Oh yeah. Oh Marguerite. Oh Marguerite. Oh Margot. Oh Marguerite. Oh Marguerite. Oh Marguerite. Merci à vous. Jovenel et Yannick. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en matière d'humour, nous avons rencontré un drôle de bonhomme que je vous présente et que nous vous présentons pour la première fois à Candidateur. Voici Monsieur Thomas Lapen. Merci. C'est incroyable comme vous ressemblez à, à Jean-Sébastien de la Boutonnière, le philosophe du 18e. Jean-Sébastien de la Boutonnière, non? Ah, vous ne savez pas qui est Jean-Sébastien de la Boutonnière? Alors, 2 minutes, hein, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Jean-Sébastien de la Boutonnière, donc philosophe du 18e, c'est un personnage fictif, hein, totalement imaginaire, que je viens d'inventer à l'instant en vous voyant. Alors, la particularité principale de ce personnage, hein, Jean-Sébastien de la Boutonnière, c'est qu'il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est assez frappant. Mais vous irez voir sur Wikipédia, hein, ne me croyez pas sur parole. Hein, alors, attendez quand même que je crée la page Wikipédia, sinon vous ne verrez rien. C'est logique. Hein. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, parce que sinon, je vais oublier, je me connais. Alors, attendez, bougez pas, je reviens tout de suite. Hein, je vais par ici. Voilà, on ne me voit pas, là. Bonsoir. Alors, vous me voyez comme ça, devant vous, bel homme, avenant, au style vestimentaire irréprochable, qui arrive sur scène dans une débauche d'effets techniques et sonores. Et je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Actuellement, vous êtes en train de vous demander, mais au fait, quelle est la capitale du Burundi? Eh bien, vous avez raison de vous poser cette question, hein, c'est une question légitime, compréhensible, mais alors pas pertinente du tout, parce que ce n'est pas notre sujet de ce soir. Hein, non, si on m'a demandé de venir ici ce soir, c'est bien pour aborder le thème ô combien épineux du pénis. Alors, thème épineux, ça va sans dire, mais aussi méconnu, hein, parce que peu de gens le savent, mais il se trouve que le pénis émet un son, alors à des fréquences à peine audibles à l'oreille humaine, mais cependant présent. Et alors, le mieux, c'est que je vous le fasse, parce que sinon vous n'allez pas savoir... Vous n'allez pas savoir de quoi je vous parle. Alors, le son du pénis, au repos, donc, hein, sinon ce serait un phallus, c'est très furtif, très fugace, très bref, donc je vous demande la plus grande attention, le plus grand silence. Attention, le son du pénis. Voilà. Et alors, j'ai bien envie d'arrêter ici, parce que je vais vous laisser digérer tout ça, et... Monsieur, c'est incroyable comme vous ressemblez à... comment à Jean-Sébastien de la Boutonnière. Hein, on vous a dit... Alors non, alors attention, hein, pas Jean-Sébastien de la Boutonnière, le philosophe du 18e, mais Jean-Sébastien de la Boutonnière, son homonyme, le politicien, hein, qui a donc été maire de Bujumbura, hein, comme chacun sait, justement. De Bujumbura, la capitale du Burundi. Bon, écoutez, laissez tomber.
Je vais vous laisser sur une citation de Jean-Sébastien de la Boutonnière, le coureur cycliste belge, qui a dit « S'il y avait un peu plus de gens comme moi, il y aurait moins de gens comme les autres. » Merci. Thomas Lapen. Non, je vais demander à tous les artistes de cette soirée de nous rejoindre. On va tous les applaudir si vous le voulez bien. On se met là. On se met devant. Voilà, on se met devant. On se met devant. Information, je vais demander à notre parrain de venir nous rejoindre, Pascal Grégoire. Il est là. On a l'habitude, mon cher Pascal, de demander à chaud comme ça si le parrain passait un petit moment sympa. Voilà, si tu veux t'exprimer sur ce qui s'est passé ce soir. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de talent et puis surtout, ça fait plaisir parce qu'on a vu des choses, des gens qui osaient des choses. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes humoristes, ils ont tendance à être formatés par rapport à des choses qui sont faites précédemment. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses surprenantes et il y a des gens qui osent encore. Donc, bravo les garçons. Bravo, bravo. Voilà. Tu vas rester avec moi parce que tu vas vivre un truc vachement bien, c'est l'applaudimètre. Super, on y va. Et tu vas voir que c'est vachement agréable. Vous, public, dans la salle, à partir de maintenant, il va falloir applaudir à tout rompre pour le gagnant ou les gagnants de cette soirée. Et quand je dis applaudir à tout rompre, pour vous la montrer au début, c'est taper des pieds, taper des mains, vous taper la tête contre les murs, faire comme si on était 5000. Plus il y a de bordel, plus c'est gagné. Il y avait également Thomas Lapen. Il y avait Steph. J'ai l'impression que ça se joue entre Thomas et Steph, moi. Est-ce qu'on peut me... Attends, arrête. Est-ce qu'on peut me confirmer? Ah, Thomas et Steph me disent la télé. Ça veut dire... Il faut le refaire là. Non, mais ça veut dire qu'en fonction des décibels, Thomas et Steph sont en tête. Et on s'autorise le droit, vu que c'était deux humours différents, si vous voulez bien, de faire deux ex-aequo. Ouais. Vous êtes d'accord? Et oui, vous êtes les deux gagnants de ce soir volontairement, mais l'applaudimètre était très serré. C'est Thomas Lapen et Steph. Alors, on n'allait pas s'amuser à savoir qui avait plus de décibels que l'autre, etc. En régie, ils nous ont confirmé que c'était aussi bien l'un que l'autre. Moi, j'ai préféré faire des ex-aequo sans faire d'histoire parce que vous étiez sur deux humours totalement opposés et totalement différents. Donc, vous n'êtes pas concurrents. Comment avez-vous vécu cette soirée? Moi, très très bien, du coup. L'ex-aequo me va très bien, voilà. Ça veut dire que vous êtes en compétition ensemble quand même. Hein. Oui, oui. Oh, on n'est pas en compétition, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Voilà. Alors, on commence par... l'absurde, le hard, je sais pas comment vous situez. Le hard. Le hard, ouais, t'es hard. Enfin, c'est mon double en fait qui... Ah, tu as un double. Ouais, au niveau de dans la tête. C'est-à-dire que tu es un sage et un gentil dans la vie? C'est ça, ouais, tout à fait. Ah bon? Donc quand je suis sur scène, je sais pas du tout ce que je raconte. J'espère que j'ai blessé personne. Ah, tu as ce dédoublement de personnalité? Apparemment. En matière de dédoublement de personnalité, tu te poses là aussi, toi? Un peu, oui, voilà. Parce que toi, tu t'autorises à sortir de scène pour voir si tu y es pas. Oui, et ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. Il faut encore que je travaille sur ça, mais... D'accord. Voilà. Alors si toi, tu es comédien,
Parce que tu m'as dit que tu étais comédien. Oui. Tu as travaillé où? Alors là, récemment, on a joué une pièce qui s'appelle Noces ou Le Nez. C'est une adaptation de la nouvelle de Gogol, Le Nez. Et malheureusement, c'est fini pour l'instant à Paris, mais on l'a joué pendant 30 dates. Voilà. Ah donc ça veut dire que tu joues des classiques, même contemporains, mais que tu joues du théâtre en équipe. Voilà, on était 5 comédiens et comédiennes sur scène, une partie masquée, voilà. Donc oui, je joue un peu ce que je trouve et ce que je peux faire. D'accord, mais par contre, le solo, c'est nouveau. Oui, là, je me lance, voilà, je commence. C'est une envie qui est là depuis longtemps, mais j'ai pas trouvé le courage avant, voilà. Tu es dans un style particulier, hein, à l'opposé de notre ami Steph, mais là, tu manies l'absurde et le décalage en permanence. Oui, j'aime bien essayer de faire quelque chose qui change un peu, ou qui se voit moins en tout cas, et des choses qui me font rire. Ouais, donc, Ah bah ça fait rire tout le monde apparemment. Hein. Ah bah super, c'est là qu'on se rejoint. Alors toi, tu es dans la famille des Peut-on rire de tout, quoi. Oui, c'est un peu l'idée. On s'était rencontrés à cette occasion-là. D'ailleurs, oui, je crois que c'était le nom du premier sketch. C'était oui. le nom du premier sketch, mais alors par contre, tu es un vrai gentil, toi. Alors c'est quoi? C'est une démarche... Non, c'est parce que, comme je l'avais dit la première fois, je défends cet humour, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut faire dans le trash sans forcément blesser les gens. Aujourd'hui, on a deux styles d'humour, soit un humour un petit peu facile, l'humour potache, l'humour facile, simple, l'humour de la soupe, quoi. Et puis, ouais, potache, soupe, c'est bien. Et puis, on a le trash pour être trash, c'est-à-dire on va vouloir blesser les gens, on va s'attaquer à une communauté. Et toi, tu revendiques plutôt le côté, on va dire, des proches, Gaspard Proust, c'est-à-dire c'est écrit, ça fait réfléchir, ça. Tu as fait des études littéraires? Absolument aucune. Absolument aucune. Non, tu viens d'où? De nulle part, en fait. Ça fait 25 ans que je fais n'importe quoi, des plans B, comme dirait l'autre. Ouais, ça fait 25 ans que je me dis qu'humoriste, c'est pas un métier. Parce que tout le monde nous le dit, hein, c'est pas un métier. Donc je me dis, ouais, voilà, c'est un plan B, mais ça va au-delà de ce qu'a dit Ango. Je veux dire, c'est la société aujourd'hui qui nous dit qu'artiste, c'est pas un métier, quoi. Tu fais ça le week-end, et si un jour ça marche, bah, t'en as une dizaine enfin une centaine peut-être, qui vivent de ça. Personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut être critique artistique dans une émission culturelle quand on affiche un tel mépris pour les artistes, quoi. J'ai un peu du mal à comprendre comment on peut, quoi. Et ici, nous les aimons, les artistes. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre maison. Merci. C'était Thomas Lapen et Steph. Bravo, bravo. C'est à vous, c'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. C'est à vous. C'est à moi. Merci à toi. J'en ai levé des bolettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.